Tates, Mames streben, sehr Kinder auszugeben, weil das ist die größte Freude bei sie. Und als Gott hilft, sie sehen... Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission bimensuelle de la Maison de la Culture Yiddish, avec au micro, moi, Shahar Weinberg. Cette semaine, c'est la première émission de la rentrée et nous avons eu le plaisir d'aller à la rencontre de Benny Meir. Benny Meir, traducteur, écrivain, journaliste littéraire, notamment aux pages littéraires du journal Haaretz en Israël, actuellement éditeur aux éditions Magnes, la presse universitaire de l'Université hébraïque de Jérusalem, et également le fondateur d'une revue littéraire au nom de Davka ou Davke, qu'il a fondée en 2006 dans une vision de ramener la culture et la littérature, notamment yiddish, au sein de la vie intellectuelle et littéraire d'Israël. Il est venu à Paris à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage au titre de Smocze, une biographie d'une rue de Varsovie, paru aux éditions Antilope, sous la traduction depuis l'hébreu de notre ami et co-animateur ici sur Yiddish Heint, Gilles Rosier. Je suis donc allé rencontrer Benny Meir et lui parler de ce qui l'a poussé à écrire un ouvrage entier extrêmement bien documenté sur une petite rue malfamée de Varsovie de l'époque d'avant-guerre. Ses réponses sont étonnantes, tout comme ce livre étonnant qui se faufile avec grâce et facilité entre tous les aspects de la vie, que ce soit la vie de la rue telle qu'elle est racontée par la presse ou la vie imaginaire de cette rue telle que la littérature l'a imaginée. Comme un condensé de toutes les technologies du XXe siècle, je vous invite donc à nous rejoindre dans cette promenade le long de la rue Smocze, telle que le livre de Benny Meir nous la réinvente. Bonne écoute et bon voyage. Bonjour, je suis là avec Benny Meir, auteur, traducteur du yiddish et du français vers l'hébreu, journaliste littéraire, entre autres au supplément littéraire de Haaretz, et actuellement éditeur aux éditions Magnes, fondateur de Davka, une revue littéraire consacrée au yiddish et à sa culture, et il est venu ici à Paris à l'occasion de la parution de son dernier ouvrage, Smocze, biographie d'une rue juive de Varsovie, paru aux éditions de l'Antilope, sous la traduction depuis l'hébreu de notre ami Gilles Rosier. Bonjour Benny Meir. Bonjour. Alors, pour commencer, peut-être que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'une biographie d'une rue. Donc, je ne peux pas inventer la biographie littéraire parce que ça existe. Et moi j'ai lu les livres de Ruth Zilberman, autobiographie d'un immeuble de la rue 209 rue Saint-Maur. Et c'est intéressant parce qu'elle a écrit le livre en même temps que moi j'ai écrit mon livre Smocze. Et si on peut aussi se rappeler du film d'Agnès Varda et de la rue Daguerre, une biographie d'une rue. Mais moi, j'ai voulu raconter les petites histoires des habitants de la rue Smocze et qui étaient pas mal. Il y avait pas mal d'habitants parce que dans cette rue qui était composée de 62 bâtiments et habitait environ 40 000, 50 000 personnes. Et leur histoire raconte l'histoire du judaïsme, et l'histoire de juifs de Varsovie. Voilà. Donc, cette rue Smocze à Varsovie, d'abord, est-ce qu'elle existe toujours ? Alors, la rue existe. Et il y a une rue qui s'appelle Smocze, mais enfin,
aucun immeuble de cette rue d'avant-guerre est resté, et apparemment. Et puis, la rue, comme vous savez bien, la rue était bombardée pendant la guerre et puis était démolie et détruite vers la fin de la guerre. Et puis, aucun bâtiment est resté après la guerre. Ça veut dire qu'il y avait un champ déserté et des ruines, et ruiné complètement. Et les gens qui ont visité les contrées, le quartier juif de Varsovie, ont raconté, ont senti comme une visite, dans l'espace, voilà. Et puis on a raconté qu'il n'y a pas de limite entre le cimetière et le quartier juif d'avance. Et puis, comme la rue était détruite, on a rebattu tout le bâtiment de la rue. Et pendant les années 60, les années 90, pardon, les années 70, et puis la rue a complètement changé l'allure. Et voilà, alors c'est exactement je pense que pendant... Ouais, voilà. Donc c'est une biographie de cette rue qui existe toujours sous une autre forme, mais comme dans chaque biographie, une biographie est délimitée dans le temps et l'espace. Et ce livre traite notamment de la rue Smocha en polonais et Smocze en yiddish, de l'époque de l'entre-deux-guerres, n'est-ce pas? Oui. Alors, la rue était construite au XIXe siècle, principalement comme un quartier ouvrier, quartier populaire. Et elle était peuplée pendant le fin du XIXe siècle, et surtout pendant la guerre, avant la Première Guerre, et surtout entre les deux guerres. Et là, c'est vraiment la drame que moi je voulais raconter, parce que c'est vraiment ça présente la drame de la vie culturelle, religieuse de Juifs de la Pologne, et surtout des Juifs de Varsovie. Donc, les habitants étaient de Juifs polonais qui venaient de Shtetl, qui venaient de villes et de la région, et qui sont installés à la rue Smocze, à la rue Pavia, tous ces quartiers juifs de Varsovie. Et il y avait des juifs religieux, il y avait des juifs laïcs, et il y avait des socialistes, il y avait des gens de Agudat Israël, tout cela. Mais la rue était transformée pendant ces années. Quand on lit le livre, on a une réponse à cette question, mais je voudrais tout de même vous la poser. Comment vous vous êtes intéressé à cette rue? Et qu'est-ce qui vous a attiré? Et puis comment vous avez choisi à aborder la biographie, la vie de cette rue? Alors, je pense que Smocze, c'est un nom connu dans la littérature yiddish, surtout dans la littérature yiddish, la littérature en hébreu aussi. Mais en général, elle est considérée comme une rue de la pauvreté, de la densité, de tous ces choses négatives, péjoratives. Le nom de Smocze était dans ma tête lorsque je visitais Varsovie il y a 11 ans. Et c'était ma deuxième visite à Varsovie. Et puis, je me suis promené dans ce quartier, ex-quartier juif. Et soudain, je me suis trouvé dans la rue Smocze.
Et puis, j'avais dans ma tête la chanson de Chava Alberstein, la chanteuse israélienne, qui a composé un poème de Biene Meller, un poète yiddish, et dédié à sa sœur Chaye, qui a vécu, comme toute la famille, à Laris Moche, et puis qui a grandi ses frères, sœurs. Et là, et il se souvient dans cette chanson, dans ce poème, il se souvient de toute sa famille, et puis il finit par écrire que cette sœur Chaye était assassinée à Treblinka, et lui, il est le seul à se souvenir de sa sœur, et actuellement dans les années 80 en Tel Aviv. Et puis, je me suis dit que c'est impossible d'accepter cette conclusion de Biene Meller, qu'il est le seul à se souvenir de sa sœur, de ses autres habitants de la rue Smoche. Et je me suis dit que je vais connaître l'histoire de ses voisins de Chaye et de ses voisins de Biene Meller. Et le procès a commencé, mais ça a duré plus de années, mais ça se finit par écrire par la recherche de ce livre. Mein Schwester Chaye mit de grüne Augen, mein Schwester Chaye mit de schwarze Zepp, de Schwester Chaye, was hat mich der Zeugen, aufs Motsche Gas in Haus mit krumme Trepp. Die Mame ist weg von Stubaginnen, wenn auf den Himmel hat erst kein Geld. Sie ist weg in Kromereien verdienen, das biedne drobne Grosche dicke Geld. Und Chaye ist geblieben mit den Brüdern, und sie hat sie gekormet und gehielt. Und sie pflegte singen, sie die schöne vor Nacht, wenn kleine Kinder werden mit. Mein Schwester Chaye mit de grüne Augen, mein Schwester Chaye mit de lange Augen, die Schwester Chaye, was hat mich der Zeugen, ist noch nicht alt gewesen, kennt's endlich Jahr. Sie hat geräumt, gekocht, erlangt das Essen. Sie hat gezwungen uns die kleine Käpp. Nur spielen sich mit uns, hat sie vergessen. Die Schwester Chaye mit die schwarze Zepp. Meine Schwester Chaye mit den Augen grünen, a Deutsch hat in Treblinka sie verbrennt. Und ich bin in der jüdischen Medine, der Sammelletzter, was hat sie schreib ich häufig dich meine Lieder, in Tag die schreckliche von unserer Zeit. Bei Gott allein ist sie Abbas Yechide, in Himmel sitze bei sein rechter Seite. Vor ihr schreib ich häufig dich meine Lieder, in Tag die schreckliche von unserer Zeit.
pour se souvenir de ces gens ou pour accéder à une manière de connaître ces gens, ce n'est pas donné, c'est pas quelque chose de facile puisqu'il s'agit d'une époque où il y a peu de photos, il y a peu de films, il y a beaucoup de moins tournés, et il y a des choses écrites. Et il y a aussi de moins en moins de témoignages. Et tous ces médiums sont évoqués dans votre livre par la puissance différente et les qualités différentes que chacun de ces moyens a. Alors, quelle était votre approche première d'abord? Quel était le médium premier par lequel vous avez tenté de connaître cette rue? Oui, alors c'est intéressant parce que au début, alors je pensais de faire une exposition de la rue Smoče qui n'existe plus d'ailleurs de cette façon. Et puis je me suis dit, comme vous avez dit, qu'il y a très peu d'objets qui restent de cette rue. Et ça veut dire qu'il y a très peu de photos, très peu de films surtout, et il n'y a rien à présenter sauf des histoires, sauf le témoignage de la littérature, de la presse. Et puis c'est vraiment que je commençais à chercher dans la presse surtout la presse yiddish, et après la presse en hébreu aussi, et bien sûr en polonais aussi. Et je commençais à enfin, je peux dire même déchiffrer les histoires de la rue Smoče. Je trouvais pas mal des articles, pas mal d'histoires, parce que comme je dis, le nom était très connu. Et en général, les noms étaient considérés comme le reste de noms de ces quartiers, les noms comme Novolipki, Novolipie, Djika, Pavie, l'autre rue de la région. Mais il y avait alors à la fois c'est une histoire une histoire bon. Mais je voulais connaître l'histoire typique, l'histoire de cette rue qui ressemble d'un côté à l'autre rue et qui est spécifique aussi lui-même. Vous avez donc lancé votre recherche et le livre aussi par ce poème de Binem Heller, et par la suite, justement, vous utilisez la presse et la littérature pour s'approcher de la vraie vie des gens. Il y a dans le livre quelque part, vers la fin du livre, je crois, une phrase qui dit « Vrai, c'est le contraire de l'artificiel et peut-être même de l'artistique ». Et j'ai remarqué aussi que dans le livre, la presse parfois fait mention de Smoče quand il y a scandale. Et la littérature utilise ce nom de Smoče pour en faire un objet exotisé presque, où le romancier va s'approprier les stéréotypes, les préjugés qu'il y a autour de cette rue pour créer un personnage fictif qui n'a rien à voir parfois avec la vraie vie de ces gens. Donc vous êtes entre la presse et la littérature qui, des deux côtés, vous donne une image faussée de cette vie. Oui, c'est vrai, parce que dans la littérature, si on lit seulement la littérature sur la rue Smoče, alors on a l'impression que tous les habitants de la rue Smoče ont habité dans les chambres de bonne ou le sous-sol. Et il faut bien savoir qu'il y avait 4 et 5 étages entre les possibilités de cette vie.
Donc, et ça, c'est la vie moyenne, la vie quotidienne des habitants de la rue Smoče que je voulais découvrir dans mon livre. Et c'est vrai que dans la presse, on peut lire surtout le fait divers de cette rue qui donne une mauvaise impression aussi de ces côtés-là. Et la vie quotidienne est assez intéressante pour moi parce qu'on sait presque rien. On connaît bien les stéréotypes de la vie de la ville de Varsovie avant la guerre, si on connaît, mais on connaît presque rien de cette vie d'une famille qui habitait dans une chambre, dans un appartement d'une chambre, et une famille qui est de 5-6 personnes. Et j'ai rencontré très peu de gens, mais parmi eux, il y avait un enfant qui a grandi, une fille qui a grandi dans la rue, et elle habitait la rue Smoče 1. Et avec sa famille, et elle m'a raconté, et 80 ans après cette expérience, elle m'a raconté quelles étaient les couleurs, quelles étaient les odeurs, qui étaient les voisins de sa famille. Elle m'a raconté qu'elle est allée au cinéma, qui était au bout de la rue. Et elle a raconté qu'elle est descendue presque chaque jour, voir s'il y a de nouveaux et revues de Laurel Hardy. Et puis et elle m'a raconté tout cela. Une évocation plus intime du fait qu'elle vient peut-être pas d'un objet construit et parfait. Je me souviens, dans le livre, vous évoquez un poème de Melehrabitch qui raconte une histoire dramatique et qui se termine au 69 rue de Smoče, tandis qu'en réalité, il n'y a que 62 immeubles à la rue Smoče, ce qui pour moi était très emblématique de ce problème de la littérature, où peut-être pour chercher une rime, il a inventé ce nouvel immeuble. Et vous, en tant qu'un homme de lettres, un homme littéraire, cette approche, vous citez beaucoup d'auteurs et de poètes qui écrivent sur la rue et sur le quartier. Et il me semblait que c'était presque un manifeste contre cette tendance de la littérature d'aller trop loin ou de créer quelque chose de ex nihilo. Oui, alors ce poème de Melehrabitch était très emblématique parce qu'il habitait à Varsovie. Melehrabitch, il était l'éditeur de la revue littéraire de Varsovie en yiddish, Literarische Blätter. Mais il n'a pas cherché la réalité. Il ne savait même pas que, comme vous avez dit, que dans la rue Smoče, il n'y avait que de 62 bâtiments. Et alors, je pense qu'il a cherché ces stéréotypes prolétaires, ces stéréotypes romantiques même de la pauvreté authentique du judaïsme. Et c'est vrai qu'il fallait chercher la réalité beaucoup plus profonde. Et entre ces témoignages littéraires et ces témoignages de la presse. Donc il y a beaucoup de littérature qui est écrite sur Smoče, mais après, il me semble que la littérature écrite à Smoče ou des habitants de Smoče, vous touchez beaucoup plus, et notamment deux poètes avec lesquels vous terminez le livre. Est-ce vrai? Oui, alors d'abord, il y a le Biene Meller qui est né
et à la rue Smoche. Et moi, j'avais la chance de recevoir des boîtes de Coca-Cola et remplies. Et c'était vraiment, c'est l'archive de Binemeller qui était là. Binemeller est mort il y a plus que 20 ans. Et son beau-fils a gardé tous ces archives. Et parmi les documents, je trouvais et sa autobiographie. Il a écrit une autobiographie dans les années 80, en même temps qu'il a écrit cette poème de Meine Schwester Chaye et Ma sœur Chaye. Et c'est très émouvant et à la fois c'est très intéressant de trouver vraiment la réalité et de la vérité parmi et autour de ces poèmes qu'il a écrits à cette époque. Et il raconte entre autres, il raconte de sa sœur Chaye, mais malheureusement, il n'y a pas assez de détails, il n'y a pas assez de faits qui m'ont aidé à chercher la vraie personne Chaye, qui je ne sais même pas le nom, dont je ne sais même pas le nom de famille et après son mariage. Et c'est intéressant aussi parce que si on lit le poème, on a l'impression qu'elle est morte. Elle avait 10 ans lorsqu'un Allemand lui a tué à Treblinka. Et là, elle a vécu sa vie. Elle avait 40 ans, elle avait 2 enfants. Et elle a vécu sa vie entière avant ça, avant qu'elle était déportée à Treblinka. Alors Binemeller, il a beaucoup écrit de la rue Smoche et de plusieurs points de vue aussi. Il habitait Tel Aviv et dans un de ses poèmes, il a comparé son quartier à l'est de Tel Aviv et avec la rue Smoche, et c'est très intéressant parce que c'est une... Il se sent pareil dans ces deux domiciles. Et l'autre poème, c'est Heicherik, Chaim Heicherik, Kalman Chaim Heicherik, qui habitait aussi la rue Smoche. Je connais l'adresse même. Et il a écrit plusieurs romans de la rue, mais malheureusement, il était traité comme un poème de la deuxième ligue, ça veut dire de deuxième degré. Et c'est aussi assez typique pour la rue de Smoche. Oui, vous citez dans le livre la réponse de Bashevis-Singer au roman de Heicherik, où Heicherik dit, si je peux le trouver, il dit « Je n'ai pas besoin de correction de ponctuation, je dis la vérité pure et simple. » Et il est sorti en claquant la porte. Oui. Donc la volonté de Bashevis-Singer à avoir de la belle littérature, de la littérature bien écrite, qui a une forme particulière, tandis que lui, il rapporte une vérité peut-être plus ponctuée, moins terminée, moins polie. Donc, éloignons-nous un tout petit peu de la rue Smoche. On a donc découvert comment vous avez trouvé cette rue et quels étaient votre intérêt, mais si je peux vous demander un peu sur votre parcours qui vous a mené vers la rue, pas le roman, justement, le livre Smoche. Comment vous vous êtes intéressé au Yiddish dans votre parcours personnel et puis aussi dans l'État d'Israël où vous avez grandi et travaillé? Oui, alors, le Yiddish n'est pas ma langue maternelle, mais c'est la langue maternelle de mes 2 parents. Et on a parlé à la maison l'hébreu. Et mon père est né en Pologne, ma mère en Belgique. Et
Et puis, j'avais de mon côté paternel, j'avais mes deux grands-parents. Ils ont parlé seulement le yiddish. Et mon grand-père est mort quand j'avais 10 ans. Mais je ne pouvais pas me contacter avec lui. Comme moi, je ne parlais pas le yiddish, je ne pouvais pas lui dire rien d'autre que « Was machst du » et « Sei gesund » et « Comment ça va » et « Au revoir ». Et avec ma grand-mère, c'est pareil. Et puis, je pense aussi que j'avais pas besoin de me contacter avec eux parce qu'il y avait l'impression que c'est deux mondes complètement différents et qu'il y a un abîme entre nous, et abîme du temps, abîme d'espace, et vraiment on peut pas construire un pont entre les deux mondes de Tel Aviv et de Shtetl et de leur Shtetl Pultusk. Et c'est vrai que mon père, sa langue, pas seulement maternelle, mais sa première langue était yiddish. Et ça fait beaucoup d'années après ça, je me suis rendu compte que pour me contacter avec mon père, il faut bien apprendre le yiddish. Et c'est pas uniquement pour me contacter avec lui, mais avec mes grands-parents et avec toute la culture qu'ils ont présentée. Et c'est vraiment une découverte tardive. J'aurais dit que j'ai découvert la culture yiddish à l'âge de 30 ans. Et c'était vraiment... Je me suis plongé directement dans la littérature yiddish, apprendre la langue. Et là, je me suis senti complètement à la maison. Et je me suis senti comme je découvert la littérature la plus proche de la mienne. Et voilà. Weg nicht die Liebe, nicht weg. Still trag in Herzen dein Zar. Aufwachen wird sie allein. Liebe kann reden, stehen. Weg nicht die Liebe, nicht weg. Still trag in Herzen dein Zar. Aufwachen wird sie allein. Liebe kann reden, stehen. Gehst du ihre Wohnung vorbei, kehr auf dein Blick an der Seite, guck in ihre Fenster nicht, sie wird der Frieden gedreht. Weg nicht die Liebe, nicht weg, still trag in Herzen dein Zar, aufwachen wird sie allein, Liebe kann reden, stehen. Treffst du sie plötzlich in Gas, Meiden kennst mit ihr Blick, warf bloß ein Schmeichel dir zu, wird sie nicht haben kein Ruhe. Nicht die Liebe, nicht weg, still trag in Herzen dein Zar, aufwachen wird sie allein,
en 2006, vous avez fondé la revue littéraire Davka. Ou est-ce que ça se prononce Davka ou Davke? Alors, c'est juste tous les deux. Oui. D'accord. Vous avez fondé la revue littéraire Davke en 2006 en Israël. Et j'ai lu que dans le premier numéro, j'ai lu que ce journal n'était pas seulement une proteste contre la tentative de rendre silencieuse le yiddish, et ensuite de la lier avec la diaspora, etc., mais aussi contre la misère et la froideur qu'on essaye de lui coller en Israël. Donc ça, c'était en 2006. Est-ce que vous trouvez que c'est toujours la même chose en Israël? Est-ce que quelque chose a changé par rapport à l'égard des gens par rapport au Yiddish? Oui, alors malheureusement, il y a beaucoup moins de gens qui parlent le Yiddish. Donc, de ce point de vue, c'est aggravé, bien sûr, la situation de la langue en Israël. Et peut-être il y a une possibilité de revoir la littérature yiddish dans une lumière plus riche, j'aurais dit. Peut-être on a déjà oublié un peu de stéréotypes qui ont accompagné la langue et pendant des années, et c'est avant même la fondation de l'État d'Israël. Oui, parce que actuellement en Europe, en tout cas, il y a une sorte de, je dirais pas une renaissance, mais un grand essor de l'intérêt qu'ont les gens en yiddish, que ce soit des juifs ou des non-juifs qui apprennent le yiddish dans les programmes d'été ou à la fac et qui s'intéressent de plus en plus à la culture yiddish. Mais est-ce que ça existe aussi en Israël? Je ne sais pas. S'il y a un mouvement pareil chez la jeunesse ou la classe instruite ou les gens de lettres à s'intéresser au yiddish? Alors, je me demande aussi cette question et je ne sais pas vraiment la réponse et je suis complètement noyé dans ces sujets, donc je ne sais vraiment pas de le voir de l'extérieur. Et je pense que malheureusement, on peut penser de la culture israélienne dans d'autres centres hors d'Israël, mais la diaspora continue à être un concept péjoratif. Donc lorsqu'on pense de la culture yiddish, on pense de la diaspora, de ce sens péjoratif. Oui, et je peux dire que moi aussi, ayant grandi en Israël, j'ai eu les mêmes préjugés contre le yiddish, et ce n'était qu'en apprenant le yiddish, en regardant le yiddish de face, que mes idées ont changé. Et c'était tout de suite, en plus. C'est très difficile de ne pas le remarquer quand on commence à s'occuper du yiddish. Et vous avez beaucoup traduit aussi depuis le yiddish en hébreu. Lesquels sont vos auteurs? Enfin, vous avez traduit Sholem Aleichem et Sutzkever notamment, mais quels sont vos auteurs peut-être préférés ou sur lesquels vous travaillez actuellement ou voudriez travailler prochainement? Alors, c'est vrai que Sutzkever et Sholem Aleichem sont l'auteur le plus célèbre de la littérature yiddish. Et de l'autre côté, il y a tous les auteurs de la rue Smoche. C'est là que je voulais de le traduire aussi, de le faire découvert.
Et enfin, je viens de publier une anthologie de la littérature yiddish, 50 poèmes traduits en hébreu, 150 poèmes de yiddish en hébreu. Et là, il ne faut pas choisir entre mes auteurs préférés parce qu'ils sont... Je l'aime... En principe, je peux trouver quelque chose d'adorable dans chacun d'eux. Oui, et il faut le dire que dans le livre Smoche, il y a un trésor de littérature yiddish traduite en français par Gilles Rosier pour l'édition française. Il y a des nouvelles et surtout des poèmes qui sont la plupart du temps traduits avec la rime et le mètre. Et j'imagine que pour l'édition hébraïque, vous avez traduit également tout ça en hébreu. Oui, avec un grand plaisir. Donc c'est aussi, ce livre n'est pas seulement une recherche d'après une rue, mais également voilà, une tentative qui se comprend dans votre activité de faire découvrir et faire connaître toute la production culturelle de ce yiddish de cette époque. Et si on revient à la rue Smoche, j'ai remarqué aussi que si vous abordez la rue par la presse, par la littérature, vous consacrez beaucoup de temps au théâtre qui s'est passé à la rue Smoche. Et à la fondation des théâtres, ensuite à l'arrivée des cinémas, et aussi à la réaction du public au théâtre des années 20 et 30. Oui, c'est un chapitre très intéressant parce que c'est à la fois typique et ce théâtre a vécu 5 ans et entre l'an 30 et 35. Il a changé 3 fois son nom et ses propriétaires. Mais il restait toujours le théâtre de la rue Smoche, qui était un théâtre très populaire et très méprisé, j'aurais dit aussi. Et il y avait des revues il y avait des spectacles mélodramatiques qui ont presque toujours ont eu le même sujet, une fille qui était séduite par un malin, par quelqu'un de la... un charmeur. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, il fallait avoir aussi le happy end de cette histoire d'amour, de cette histoire de séduction. Et les auteurs qui ont écrit de ce théâtre-là, ils ont dit que le mauvais caractère était toujours... il fallait après la pièce de théâtre, il fallait se cacher du public, mais le caractère, le bon caractère, il était pris par la main de ces publics-là. Et parmi les acteurs, il y avait des acteurs assez célèbres comme Pesach Burstein, le père de Mike Burstein, qui a sifflé virtueusement dans ces spectacles. Et il y avait aussi Ben-Zion Wittler, qui était aussi connu comme un chanteur, et Chaim Sandler, et tout cela. Des noms assez connus du théâtre yiddish de cette époque, et qui ont bien monté sur la scène du théâtre de la rue Smoche aussi. Et donc, on ne pouvait pas ignorer ce théâtre de la rue Smoche. Voilà, donc, dans le livre, on a vraiment une évocation de tous les moyens de
d'art et de communication du XXe siècle, en fait. C'est un autre aspect qui m'a intéressé dans le livre, du fait que on passe par la technologie, disons, du XXe siècle pour aborder cette rue. Et ça aurait été très difficile d'écrire ce livre sans les moyens techniques du XXIe siècle, n'est-ce pas, avec les recherches dans les archives informatisées, etc. Et du coup, comme on a dit que la littérature, on voit à travers le livre les limites de la littérature. Ça m'a intéressé qu'à la fin du livre, ça se termine presque d'une façon littéraire, pas à la toute fin, mais vers la fin du livre, on a presque des petites des vignettes romancées, presque d'événements et des habitants qui habitaient vers les hauts numéros de la rue Smoche. Et ce que ça m'a fait penser, c'était que là maintenant, quand on a un contexte plus large, quand on a une connaissance plus intime de cette rue, vous vous êtes permis à commencer à en faire de la littérature du sens où ce sont des histoires qui sont racontées comme des unités à elles-mêmes. Est-ce que cela est vrai ou est-ce que je l'imagine que vers la fin du livre, vous vous permettez de présenter un travail peut-être plus littéraire qu'au début? Oui, je pense que ce sont tous les détails qui étaient composés. Et, j'espère enfin que c'est exactement ce que vous avez dit. Et c'est vraiment, il faut dire que le livre est écrit comme une visite dans la rue Smoche. Et j'espère qu'à la fin de cette visite, on a le point de vue plus vaste et le point de vue plus littéraire, comme vous m'avez dit. Bon, merci beaucoup, Benny Mer. Merci beaucoup. Et merci à vous, nos chers auditeurs, d'avoir été avec nous ce soir. Nous serons là encore dans 2 semaines avec une émission autour de la production de Jacob Jacobson, la pièce du Traumtheater qui monte enfin sur scène. Du 13 jusqu'au 17 octobre, la pièce sera représentée au théâtre de l'Opprimé dans le 12e arrondissement de Paris. En vous souhaitant bonne nuit et une bonne année de culture yiddish. Je vous dis à la prochaine. Als Gott helft, sie sehen unter der Gruppe das Kind stehen, geht der Tate zu der Klezmer a Geschrei. Nu lo mir alle tanzen,